Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. On ne fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Michel, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la dernière de l'année quasiment, même si on verra demain si on en fait une pour Paris Tour et pour débriefer la course du jour, c'est-à-dire le Tour de Lombardie. J'ai avec moi Théo. Salut Théo. Salut tout le monde. Et Greg. Salut Greg. Salut à tous. Alors messieurs, on a encore vécu une belle course hein, après les championnats du monde et Paris-Roubaix, ça devient un petit peu la norme, enfin une course offensive en tout cas, et avant de vous lancer sur le scénario en lui-même, Théo, j'ai envie de dire que c'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui, à savoir Tadej Pogačar. Oui, très clairement, c'est le coureur le plus fort de la journée et le plus fort de la saison qui s'impose et toujours un peu dans son style. Un Pogačar, c'est un coureur qui gagne beaucoup et c'est aussi un coureur qui est tout le temps entreprenant. On l'a vu faire beaucoup de grands numéros, que ce soit offensif cette saison sur le Tour du Pays Basque, sur Tirreno sur le Tour, sur le Tour de Lombardie, et aussi des grands numéros défensifs comme sur le Tour du Pays Basque sur la dernière étape. Euh, on peut penser ce qu'on veut du coureur, mais c'est quand même le coureur, le phénomène pour l'instant de ces 20 dernières années, quoi. C'est peut-être le coureur le plus fort à son âge que moi j'ai eu la chance de voir. C'est très impressionnant. Alors Greg, on va revenir sur le scénario et je voulais évoquer quelques moments clés. Déjà l'attaque de Tadej Pogačar dans l'avant-dernière ascension, enfin la dernière vraie longue ascension de ce Tour de Lombardie. Puis au sommet, on a vu quelque chose de bizarre. On n'a pas l'habitude, parce que d'habitude, les Deceuninck Quick-Step, ils courent assez bien. Et là, j'avoue que moi, j'ai pas trop compris pourquoi Alaphilippe accélérait sur le sommet et pourquoi ensuite Masnada sortait dans la descente. Je pense que c'est une bonne question. Alors, j'ai pas encore vu toutes les réactions d'après course, mais visiblement, enfin voilà, enfin c'est après Masnada est devenu ensuite le leader vu les circonstances de course, mais c'est vrai que tu as raison de revenir voilà sur ce fait de course parce que je crois que personne n'a trop compris la stratégie des Deceuninck Quick-Step parce que si Masnada revient sur Pogačar, qu'est-ce qu'on fait derrière et Masnada devait pas rouler, enfin. C'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu qu'Alaphilippe ou suive Masnada, par exemple. Ça aurait peut-être été un bon coup, surtout que dans la descente, Alaphilippe est plutôt doué. Donc voilà, mais je pense qu'au niveau tactique, on aura beaucoup à dire. Mais après, enfin, pour revenir sur Masnada, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur lui, mais pour le coup, moi je trouve qu'il fait sa course quand même, hein. Il a raison, il est chez lui. Enfin, pour lui, c'est l'occasion en or. Et je trouve qu'il y a des critiques un petit peu sévères, même si évidemment il n'aura pas le prix Nobel de la tactique, parce qu'à un moment on l'a vu prendre un relais pour Pogačar. Mais je trouvais ça une critique un peu sévère. Après, est-ce qu'Alaphilippe avait vraiment les jambes pour faire beaucoup mieux et pour jouer un petit peu mieux? Pas si sûr. Alors Théo, il y a un deuxième moment dans la course qui est vraiment important, je trouve, c'est quand Fausto Masnada justement rejoint Tadej Pogačar. Bon, il y a un petit instant de flottement, j'ai envie de dire, où il prend effectivement 2 ou 3 relais au Slovène avant de se raviser. On voit, je pense que c'est Bramati qui était dans la voiture et qui lui a expliqué gentiment que tu restes dans la roue et tu te donnes le maximum de chance pour le final. Et là, la situation était finalement peut-être idéale pour la Deceuninck Quick-Step parce que malgré cette petite erreur tactique, Masnada était revenu devant. Donc l'essentiel était fait. Et derrière, on avait Alaphilippe qui avait juste à filocher. Et sincèrement, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi je pensais que ça allait rentrer parce qu'on était revenu à, je crois, 27-28 secondes. Et ça tournait bien dans le groupe de poursuivants. Donc on se dit,
la situation idéale, le moral doit être reboosté parce que du coup, comme Masnada est devant, on se dit que forcément Pogacar va en faire moins. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une mésentente totale entre les poursuivants où ils n'avancent plus tout simplement. Quoi. Ouais, mais en fait, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant la manière dont il s'était organisé parce que le nombre de fois où on voit sur une classique un mec partir devant, étant fort, mais pas non plus fort, et derrière, ça roule pas, ça coopère pas. Et là, même, en fait, je pense que tout le monde avait vu que Vingegaard, qui était le dernier équipier, était vraiment limite, qu'ils allaient pas rentrer. Et ils sont tous décidés à passer. Il me semble que c'est Godu, Bardet qui ont un peu initié le mouvement et tout le monde passait. Mais le problème, c'est que Alaphilippe, derrière, ne relayait pas, en tout cas au début. Et ils n'avaient pas forcément envie d'amener Alaphilippe. Et du coup, même s'il y avait une bonne entente, il suffisait d'un tout petit détail, d'une toute petite étincelle pour que ça parte en cacahuète. Et à un moment donné, Romain Bardet, il prend pas la roue de Yates, il se dit que Vingegaard peut y aller. Parce que Vingegaard, c'est un équipier, il peut gratter quelques secondes de récup en plus. Vingegaard prend pas la roue. Et du coup, Yates, en fait, se retrouve tout seul. Alors, je pense que les gens n'ont pas compris, ont cru ceux qui étaient en train de rouler ont cru que Yates était en train d'attaquer. Enfin bref, et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune cohésion. Et vraiment, on s'est dit, alors que c'était un moment où justement, Di Grazia disait à peu près 10 km 35 secondes, il venait de reprendre 15 secondes en 2 km. C'était sûr que ça allait rentrer. Et moi, à partir du moment où j'ai vu Yates devant, je me suis dit, ok, c'est bon, la victoire, elle se joue devant. Et j'ai envie de dire, pour répondre un peu à ce qu'avait dit Greg avant, effectivement, Masnada, lui, il a fait sa course, mais techniquement, globalement, c'était pas bien joué. En fait, quand ton équipier, il est pas dans le même groupe que ton leader, tu joues un jeu dangereux, en fait. Et là, De Koenig a joué un jeu dangereux et ça s'est retourné contre eux, quoi. Ça aurait été parfait si tout le monde avait ramené sur Alaphilippe sans qu'il ait eu besoin de mettre un coup de pédale. Mais en soi, en fait, la bonne tactique et la meilleure tactique, ça aurait été de rester, faire que Masnada reste avec Alaphilippe et qu'il roule pour essayer de revenir sur Pogacar sur le plat, quoi. Alors, Ça aurait été de suivre Pogacar. si on met de côté, Greg, justement, l'aspect de Conan Quick-Step, on avait quand même, si je me gourre pas, ils sont 9, donc il y avait 6 coureurs dans ce groupe. Il y avait Yates, pour les citer, Yates, Valverde, Godu, Bardet et Woods. Bon, je vais remettre de côté Alaphilippe parce que forcément, il allait pas rouler. Mais ces 5 coureurs-là, est-ce qu'au final, sans leur faire offense, bien entendu, est-ce que c'est pas des gains petits? Dans le sens où, quand t'es comme ça, 7, 8 dans un groupe, tu prends des relais, t'as juste à tourner, tu fais pas beaucoup plus d'efforts au final que si tu restais dans les roues, parce que quand ça tourne, c'est fluide et tout, ça passe quand même assez bien. Et à vouloir en faire le moins possible, au final, justement, est-ce que t'as pas cet aspect, comme je disais, gagne petit, où tu veux gagner, allez, 3 secondes, ou un tout petit effort, économiser un tout petit effort, et au final, tu te retrouves à perdre parce que t'as fait n'importe quoi et t'as pas fait du tout de cohésion au sein d'un groupe qui peut plus jouer la victoire, quoi. Oui, finalement, ça se joue à des moments clés. C'est-à-dire, du moment que tu n'as pas suivi Pogacar dans son attaque, faut être capable derrière de s'organiser, capable de rouler au bon moment. Et qu'entre eux, au moment, il faut se regarder, il faut dire, bon, la poursuite, maintenant, on s'y met. Et Théo l'a dit, ou même toi, tu l'as dit, quand ils reviennent à moins de 30 secondes, à un moment, c'est jouable. Et je pense que la différence, elle se fait aussi dans les choix, dans les moments clés. Soit on suit Pogacar, soit on est capable après de s'organiser et de prendre ses responsabilités et de rouler. On est bien obligé à un moment de faire les efforts. C'est Pogacar devant, c'est quand même pas n'importe qui. Tu peux pas espérer gagner un monument en t'économisant à 10 km de l'arrivée, c'est pas possible. À un moment, D'autant plus, Greg, que quand tu regardes la composition du groupe de poursuivants et le profil du final avec cette petite bosse, personne n'était perdant, parce qu'on peut se dire qu'un David Gaudu, par exemple, au sprint, il a aucune chance face à Roglic, Alaphilippe et Valverde, mais il y avait cette petite bosse qui pouvait permettre, si tu étais fort, de jouer ta carte. Pareil pour Michael Woods, pareil pour Romain Bardet. Et au contraire, Valverde, lui pouvait se dire, si j'arrive à m'accrocher dans ce petit beurre final, je peux les aligner au sprint. Donc, il n'y avait pas un seul mec qui pouvait se dire, de toute façon, moi je vais perdre, donc je ne vais pas du tout jouer, parce que pour finir 8e ou 7e, ça ne changera rien à ma course. Ah oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours délicat. Il y a eu un beau choix. Si toi aussi tu as suivi le forum, on a vu que
au départ, ça a râlé un peu sur Masnada, puis après, évidemment, tout le monde s'est beaucoup étonné des choix tactiques derrière, parce que, voilà, enfin, ça paraît dommage, parce que c'est quand même tous des super coureurs, hein, que ce soit des Yes, des Roglic, Valverde, enfin, ils ont tous leur chance, finalement, au final. Ouais, mais Oui, c'est tous vas-y. des super coureurs, mais il y a aussi beaucoup de coureurs qui jouent les grands tours et qui courent sur les grands tours. Et je pense que, honnêtement, c'est pas anodin. Ils ont un peu une mentalité différente à jamais vouloir faire l'effort de trop. Et je pense que ça joue un peu dans leur façon de courir. On voit quand même sur les Flandriennes que les mecs hésitent beaucoup moins à passer, hein. Et si j'ai envie d'excuser un peu un coureur dans tout le lot, c'est Primoz Roglic qui lui d'habitude court pas comme ça, qui lui d'habitude prend ses relais, mais qui aujourd'hui était C'était moins clairement bien, ouais, je suis peut-être un d'accord. des moins forts du groupe de neuf, quoi. Tout à fait, Ouais. ouais. Il était plus juste que mercredi sur les routes de Milan-Turin. Mais tiens, Théo, je vais te laisser la main et j'ai envie de te poser une question par rapport à ce scénario de course. Est-ce que finalement la différence de manière de courir entre Pogacar qui joue son va-tout très loin de l'arrivée, quitte à tout perdre, hein, parce qu'il aurait très bien pu gagner que 10 à 15 secondes, et derrière on aurait pu tranquillement le laisser comme ça s'épuiser tout seul et le reprendre dans le final. Mais justement, est-ce que c'est pas ce qui fait la différence entre enfin un champion et un bon coureur, cette manière d'oser, quitte à tout perdre, de tout tenter, et au final, bah, quand ça réussit, ça fait encore un nouvel exploit, comme ça a été le cas aujourd'hui. Ben, je suis d'accord, mais déjà il faut avoir les jambes pour le faire. Il faut Par avoir les exemple, jambes, tout à fait. parmi les coureurs de devant au top de leur forme, il y a qui? Il y a Alaphilippe qui peut le faire, il y a Roglic qui peut le faire s'ils sont vraiment très en forme. Les autres, ils peuvent pas tenir sur les plats un groupe Tout de à fait, 10. mais Il y a chacun aussi joue le avec fait ses que armes aussi, Théo, du faut- coup. Si Pogacar, lui, son arme, c'est de sortir loin parce qu'il se sent fort, bah, l'arme d'un Godu, d'un Bardet, d'un Wout, c'est de se dire, allez, on laisse passer l'orage, je collabore parce que c'est ma meilleure chance de revenir, et ensuite je tente mon va-tout dans le mur final. Là-dessus, ouais, je suis tout à fait d'accord, mais c'était par rapport au fait de tenter de loin. Il y a aussi le fait qu'un Pogacar, ben, il a gagné 2 tours, il a gagné euh, deux, il a gagné un Liège-Bastogne-Liège. Ben voilà, si jamais il se fait reprendre et que finalement il fait 13e, ben, il s'en fout. Godu, bon, pour son équipe, pour valider un peu tout le travail de son équipe, il a un peu intérêt à faire top 10 quand même. Et je pense que ça aussi, ben, ça favorise un peu la mentalité gagne petit, quoi. Tu veux bien rouler pour essayer de gagner, mais tu t'es pas non plus. En fait, ils sont pas prêts à tout perdre, quoi. Euh, et effectivement, c'est un peu dommage. Je pense que sur les monuments, c'est pas la bonne façon de penser. Sur un grand tour, je comprends, mais sur un monument, ce qui compte, c'est la victoire surtout, un peu le podium. Godu, par exemple, il a déjà un podium sur Liège, il faut être prêt à perdre, il faut être prêt à perdre pour gagner, quoi. Et donc, et c'est aussi, ça se joue sur des tout petits détails. Si toi-même tu passes ton relais sans regarder derrière. Désolé, je vais m'énerver un peu, mais comme fait Valverde depuis le début de sa carrière, il passe un relais, il regarde derrière lui. Si tu fais pas ça, que tu roules pendant 5 secondes, vraiment à fond et que tu te décales, le mec d'après, il va faire pareil. Enfin, c'est social. Et vraiment, en fait, ils se rendent pas compte que tous leurs petits gestes de repli et où ils montrent clairement que voilà, ils en gardent un peu sous la pédale, bah, ça influence la mentalité de tout le monde. Et c'est pour ça qu'en 2 secondes, bah, tout un groupe arrête de coopérer, quoi. Et vraiment, on voit pas du tout la même chose sur les Flandriennes. Bah, d'autant plus que, Greg, je vais te lancer aussi sur le sujet, tu vas nous donner ton avis. Comme nous le dit Stradri sur le chat, vu les écarts derrière, il n'y avait rien à perdre en relayant, en effet, parce que bah, le groupe derrière avec Higuita là, qui doit régler le petit sprint pour la 10e place, il finit à 2,25, donc au final à un peu plus d'une minute du groupe des purs suivants. Donc il n'y avait pas grand-chose à perdre au final en participant à la chasse. Et puis, ce que je dis tout à l'heure, à un moment, il faut bien enfin, pédaler fort et à un moment, il faut accélérer. Surtout si tu as Pogacar devant et que tu l'as pas suivi. Donc, c'est vrai que voilà, enfin, c'est une déception. Après, c'est toujours particulier aussi. Donc, c'est une classique plutôt pour grimpeurs. Et c'est vrai, Théo a raison, c'est plutôt des coureurs qu'on a vu de voir sur des grands tours. C'est aussi la fin de saison. Donc, on va dire, le niveau de forme des différents coureurs est souvent difficile. Il y en a peut-être qui ont un petit peu relâché ces dernières semaines. Le niveau de motivation aussi, la saison a été longue. Donc voilà, le Lombardie, c'est aussi ça, c'est-à-dire des écarts de forme parfois entre les coureurs. Mais voilà, dans cette situation-là, quand c'est la dernière course de l'année, au moment, voilà, faut s'y mettre, faut se mettre à la planche et
arrêter de se regarder parce qu'après, ce soir, ils sont en vacances finalement. Donc, c'est là où est la déception finalement. C'est qu'il y a un dernier effort à faire dans l'année et ces coureurs voilà, qu'on suit toute l'année, qu'on voit parfois brillants, etc., que pour la dernière course de l'année, eh bien, ils se regardent et ils laissent finalement partir Pogacar. C'est vrai, voilà, c'était un petit peu la déception, je pense, pour beaucoup. Est-ce que Après, la conclusion de ce débat sur l'aspect tactique en lui-même, Greg, c'est pas bien fait pour eux, quoi? il a fait, oui, bien sûr, c'est ça. Après, Ouais, Pogacar, enfin, clairement. est-ce qu'il n'était pas aussi le plus fort? Mais clairement, voilà, ils ont été un peu attentifs, ils ont manqué les moments clés de la course. Et ben, ça a vite, d'autant plus que, enfin, vu le parcours de cette année, il n'y avait pas 36 endroits où la course allait se jouer. C'est-à-dire, voilà, c'est le parcours du Lombardie, c'est pas toujours le même, il change chaque année. Là, on savait très bien que ça allait être à certains moments-là, là, dans la dernière ascension difficile, le Passo di Ganda, je crois, plus la petite dernière Mhm. bosse, mais c'était sûr que c'était dans le Passo di Ganda qu'il allait se passer quelque chose. Donc, Après, ouais. oui, vas-y Théo, vas-y. Je sais pas vraiment s'ils l'ont laissé partir, hein. Honnêtement, il était vraiment, je pense que dans la montée, c'était vraiment le plus fort. On a vu à un moment donné Bardet essayer de suivre et vraiment vite se coucher. Mais oui, et même, on n'en a pas parlé, mais ce qui s'est passé à la toute fin, là, euh, parce que Roglic et Yates ont été lâchés du groupe derrière. Et, euh, Finalement, ils reviennent dans la dernière ligne droite parce que tous ils sont en train de se regarder pour sprinter. Bah voilà, c'est significatif des mecs qui sont, je vais pas envie de dire d'utiliser des mots forts ridicules, mais enfin, il y a des gens derrière qui reviennent vite et personne ne veut faire l'effort de recommencer à prendre de la vitesse un peu pour prendre leur roue quand ils passent, quoi. Enfin, je pense que tout le monde, ouais, comme disait Charles, tout le monde s'est dit bien fait pour eux et ils perdent une place sur le podium pour ça, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, messieurs, je sais pas si on a fait le tour Moi, de juste, Bram vas-y. Velten vient de gagner sur le Tour de Vendée. Ouais. Ouais, nouvelle victoire Et pour c'est et c'est- Arca. et c'est vraiment crève-cœur parce qu'il bat sur la ligne, il bat sur la ligne Balmer qui était échappé et dans le dernier tour et Balmer qui va arrêter sa carrière sur route. Alors ça aurait été quand même rigolo en espoir qui passe même pas pro et qui gagne en stagiaire une course sur route, ça aurait été sympa. Tout à fait, ouais. Alors, messieurs, on va retourner au Tour de Lombardie. Merci, Greg, de nous avoir donné le résultat du Tour de Vendée qui se disputait aujourd'hui aussi. Euh, je voulais avoir un débat. J'ai une question à vous poser. J'avais prévu de vous la poser en fait avant l'émission, mais le nom du vainqueur fait que le débat n'aura finalement pas lieu. J'ai vu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, puis on en a parlé aussi un peu entre nous, hein, entre commissaires de course, on évoquait le coureur de l'année. Et avant le Tour de Lombardie, pour être honnête, on se disait, finalement, c'est peut-être la première fois depuis un bon moment qu'on a des avis différents, qu'on ne sait pas trop qui a été le plus fort cette année entre Pogacar, entre Roglic, entre Colbrelli, etc. Ou même voir Alaphilippe s'il gagnait aujourd'hui. Et Théo, est-ce que finalement, avec ce succès de Tadej Pogacar aujourd'hui, qui a remporté le Tour de France, qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, le débat il est complètement clos en fait et il n'y a même plus sujet à discussion quasiment quoi. Ah oui, là on est sur une des plus belles saisons pour un coureur cycliste depuis Gilbert en 2011 peut-être, et pour un coureur qui fait des grands tours depuis, je sais Merckx. pas, depuis Merckx. Gagner le Tour de France et deux monuments. Alors j'avais vu la stat, je crois qu'il y a que seulement deux coureurs qui l'avaient fait. Merckx et Coppi, je suis pas sûr. Mais c'est quelque chose de cet acabit, quoi. C'est une saison stratosphérique, quoi. Et il a que 23 ans. C'est incroyable. Ton avis aussi Greg, c'est la même chose, Pogacar largement coureur de l'année? Évidemment, enfin, vu tout ce qu'il a gagné, à la limite, son seul échec, c'est quand ils se font piéger, enfin, collectivement sur le Pays Basque, finalement. Puisque, enfin, là, c'est plutôt, rappelez-vous, c'était McNulty, je crois, qui était leader, et à l'équipe UAE qui est piégée par l'attaque de Roglic, mais sinon, enfin, il fait la saison quasi parfaite. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur le coureur de l'année. Évidemment, ça sera Pogacar. Ouais, tout à fait. Alors un dernier mot sur Fausto Masnada, hein. On l'a un peu, pas moqué au début, mais un peu critiqué, enfin critiqué en tout cas
la stratégie de la Deceuninck Quick-Step, mais je voulais parler de manière plus générale du cyclisme italien. Cette année, quelle saison pour nos amis transalpins, victoire à Paris-Roubaix, le titre de champion d'Europe. On a eu Caruso qui fait un podium du Giro, et là Masnada qui va signer un podium sur un nouveau monument. J'oublie Filippo Ganna qui a été stratosphérique au JO et qui a gagné le chrono des mondiaux. On a vraiment là une très très belle saison de l'Italie, à l'image de la saison sportive d'ailleurs, parce qu'on rappelle que sur le 100 mètres, ils sortent un champion olympique et ils sont champions d'Europe de foot également. Tout à fait. Après, bon, c'est quand même des coureurs. Masnada, il est chez Quick-Step, donc c'est quand même une équipe qui gagne souvent. Et il était chez lui aussi, enfin, moi, c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est-à-dire qu'il est de Bergame et voilà, il a dû vraiment se régaler dans les derniers kilomètres. Mais comme tu l'as dit, Colbrelli et la Masnada qui pouvaient presque gagner le Lombardie à domicile, c'est sûr, ça fait une très belle saison hein, pour les Italiens cette année. Alors, à contrario, Théo, est-ce qu'il n'y a pas... on parle beaucoup des nations émergentes, des fois on parle un peu trop vite, hein. Baptiste aime bien utiliser le terme de conclusion hâtive. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fin de hype par rapport à la Colombie, par exemple? Où finalement, à part Bernal, on s'aperçoit que, enfin, on nous annonçait des vainqueurs de grand tour à l'appel, des champions en devenir qu'on en sortirait 3 ou 4 par an, et au final, quelques années plus tard, on s'aperçoit que il n'y a pas grand monde, quoi. Enfin, pas tant de monde que ça, en tout cas. Ben, il n'y a pas tant de monde que ça, oui et non. Il n'y a pas un nombre de coureurs colombiens stratosphériques en World Tour, même s'ils sont pas mal nombreux, mais quand même, euh, tu vois, il n'y a pas beaucoup de coureurs colombiens qui font simplement un peu les équipiers classiques. Ils sont tous capables de faire des résultats dans la saison. C'est tous des coureurs performants sur le World Tour et c'est pas des cracks générationnels comme on a pu croire que Quintana l'était ou comme Bernal l'est, mais ils ont quand même plutôt une belle densité, je trouve. Même si effectivement c'est un peu plus compliqué depuis quelques saisons, et ben j'ai l'impression qu'il y a moins de Colombiens qui passent pro qu'il y a quelques saisons. Après, il faudrait voir plus dans les détails. J'ai pas les stats exactement. Des fois, les impressions sont trompeuses, mais en même temps, un cyclisme ne peut pas produire, produire un Alaphilippe, produire un. Bon, quand on voit la Slovénie, on peut se demander produire un Alaphilippe, produire un Pogacar, produire un Roglic, c'est pas genre un bon travail fédéral qui va te permettre ça. Un bon travail fédéral, ça te permet d'avoir de la densité. Et j'ai l'impression que les Colombiens, ils l'ont quand même et ils s'établissent quand même comme une nation crédible du vélo, quoi. Euh, voilà. Mais pour changer un peu, enfin, pour continuer un peu ce sort de mini-bilan, cette saison, elle montre aussi un peu l'état du cyclisme français, je trouve. On a des bons coureurs, mais à part Alaphilippe, et ben ils tombent toujours sur des monstres qui sont au-dessus d'eux, quoi. Mais là, les Français étaient 3 dans les 7 plus forts de la course, quoi. C'est quand même pas mal. Et si tu veux faire plus général, tu parles du bilan. Je crois qu'il y a un topic sur le forum où on débat de la domination des équipes. Là, pour le coup, on retrouve les 4 équipes UAE, Deceuninck, Ineos, Jumbo aux 4 premières places. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même quelque chose qu'on a vu beaucoup dans la saison. Il manque Bahreïn, tiens, qui ont été perdus un peu dans la pampa. Mais sinon, on retrouve les 4 équipes hein, qui ont largement dominé toute la saison. On le retrouve aussi sur Lombardie. Tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on les retrouve plus parce que les autres sont nuls que parce que c'était les plus forts. Que vous l'avez très bien dit, les Ah gars, oui. Yates et Roglic, ils sont dans le top 4 parce que ça se regarde devant, quoi. Ouais, clairement. Woods, Bardet, Alaphilippe et Godu et Valverde étaient plus forts. On l'a vu dans la dernière montée. Et c'est vrai aussi que ben, c'était un peu une course un peu bizarre par rapport à ça parce que ben, les coureurs qu'on pensait peut-être être les plus forts, ben, Roglic et Yates, même si Yates était costaud dans la montée à un moment, c'était pas les plus forts sur le jour même. Et c'est peut-être ça aussi qui a créé un peu une situation étrange où alors je sais pas si on a laissé Pogacar sortir, mais c'est vrai que Pogacar était peut-être pas le coureur le plus marqué au départ, quoi. Euh, Tout à fait. D'autant plus, mais Greg, que Pogacar a pas fait, on en parlait avec Théo lors de notre émission, c'était jeudi, je crois. Pogacar a pas fait une préparation idéale. On a senti qu'il montait un peu en puissance, mais même mercredi, lors de Milan-Turin, au final, il était derrière un Joao Almeida. D'ailleurs, un Almeida qu'on n'a pas du tout vu aujourd'hui. Moi, j'étais surpris de ne pas le voir à un meilleur niveau que ça. Oui, c'est vrai, Almeida, un peu une déception, hein, parce que certains le voyaient comme un gros outsider. Mais tu as raison, l'état de forme de Pogacar, c'est une question avant, parce que
Il n'avait pas couru beaucoup, hein. Il avait fait quoi après les Jeux Olympiques, et on le voit un peu sur Il est repris les à Chloé, je championnats crois. d'Europe. On le voit pas beaucoup, on le voit un peu sur les mondes, on le voit pas non plus. Les classiques, on va dire les semi-classiques italiennes, alors il est présent, mais il n'est pas transcendant. On se dit, est-ce qu'il n'est pas en fin de saison tranquille? Est-ce qu'il n'a pas commencé ses vacances un petit peu tôt? Eh ben non, finalement, on l'a vu qu'à mon avis, il devait viser le Lombardie clairement. Et pour le coup, il a bien géré son affaire. Et je pense que certains l'ont peut-être un peu sous-estimé en se disant, ben, peut-être que enfin voilà, il y avait certains coureurs qui étaient plus impressionnants ces dernières semaines, que ce soit Roglic qui avait pas mal impressionné, ou Alaphilippe. Donc c'est vrai que voilà, je pense que sa préparation peut-être un petit peu discrète, ou le fait qu'il se soit peut-être un petit peu caché sur les dernières courses, ça a été peut-être aussi un petit coup de bluff de sa part. Alors pour finir, un petit mot sur Remco Et tiens, Evenepoel. d'ailleurs, Vas-y Théo, et puis après je te... ah bah oui, j'allais y venir justement. J'allais dire un coureur dont on n'a pas du tout parlé, alors que c'était un des noms qu'on évoquait tous les deux, Charles, cette semaine. C'est Remco Evenepoel. Qu'est-ce que t'en as pensé de sa course, toi? Eh ben, j'ai été vraiment surpris parce qu'il a quand même fait des gros numéros, enfin notamment lundi lors de la Coppa Bernocchi. Et je pensais, vu le scénario, que c'était typiquement le genre de coureur qui pouvait gagner, parce que si ça se regardait un peu, c'est le mec qui peut sortir, et une fois qu'il a pris 30 mètres, c'est terminé. Et finalement, on l'a vu assez tôt en queue de peloton. Alors il s'est accroché, hein, parce qu'il termine 19e devant des mecs qui ont été lâchés après lui, si je me trompe pas. Je comprends pas trop sa course, parce que il aurait peut-être pu filer un coup de main à un moment, ou s'il se sentait pas bien, enfin je sais pas, ou peut-être que c'est arrivé d'un coup, hein. Après peut-être qu'il se connaît pas encore suffisamment pour pouvoir juger de ses futures défaillances ou pas, mais ouais, je suis surpris. Je sais pas ce que Greg t'en as pensé, toi, de cette perf des Venepool, largement en dessous des attentes. Oui, évidemment, on l'avait vu plutôt bon, on se demandait, lui aussi, il faisait partie des outsiders, mais on l'a vu quand même lâcher assez tôt, hein, dès la dernière montée. Donc alors, est-ce que, on s'interrogeait, enfin voilà, peut-être certains disaient il aurait peut-être pu faire un effort et rouler, et se sacrifier un petit peu avant pour ses leaders, que ce soit Alaphilippe ou Masnada. Mais c'est vrai, voilà, enfin, lui qu'on a vu gagner sur la Bernocchi, voilà, c'est pour ça que finalement l'état de forme de la semaine n'est pas toujours représentatif le samedi pour le Lombardie. À suivre quand même, on en reparlera, je pense, à l'intersaison d'Evenpool, car le bilan à faire sera intéressant, parce que est-ce que c'est quand même une belle saison à 21 ans, en commençant seulement sur le Giro? Il fait quand même une saison quand même honorable, il gagne des courses alors que beaucoup n'en gagnent pas. Mais il restera toujours ce côté un petit peu décevant finalement dans les moments clés. Donc à suivre les années suivantes pour lui. Mais de manière plus générale, est-ce que c'est pas l'enseignement de ce Tour de Lombardie, Théo, de voir que, tu vois, merde, je perds son nom, Evenepoel, pardon, a gagné la Bernocchi vraiment facilement lundi. Roglic était vraiment impressionnant et on pensait imbattable. Il a dominé la semaine, enfin les courses auxquelles il a participé. Et finalement, ces deux coureurs, pardon, à des degrés différents, étaient largement en dessous. Et est-ce qu'ils ne se sont pas trompés dans leur manière de préparer la course, et peut-être fait trop d'efforts, au contraire d'un Pogacar qui a magnifiquement préparé son affaire, parce qu'on l'a dit, hein, il est monté en puissance gentiment tout au long de la semaine. Ouais, mais en même temps, cette course, elle est très difficile à préparer parce que c'est en fin de saison et dès que la fatigue vient, elle a du mal à partir. Et Pogacar, ouais, c'est peut-être le coureur qui avait le plus de fraîcheur en fait, parce que même s'il a fait les mondiaux, c'est vraiment son objectif unique de début de saison, alors que Roglic vient de la Volta et Remco a visé vraiment les mondiaux, je pense. Euh, mais de manière plus micro, oui, il faut vraiment gérer très bien les efforts que tu fais dans la semaine. Et on a vu Pogacar sur le Tour des Mille la semaine dernière vraiment complètement lever le pied, alors que Remco et Roglic étaient en train de se taper dessus. Et pour revenir sur Remco, moi je pense que c'est pas qu'il a eu une défaillance passagère et qu'ensuite il s'est repris. Je pense qu'il a compris qu'il allait pas gagner. Et du coup, il a vraiment fait sa course personnelle pour faire le meilleur résultat possible en se mettant en effort compteur, en effort curseur comme sur PCM. Et voilà, encore une fois, il fait pas vraiment l'équipier, quoi. Enfin, encore une fois, ça c'est mon avis. Et je trouve que c'est un peu dommage.
Et bah, pour faire une comparaison, depuis que Remco est chez les juniors, on l'annonce vraiment comme peut-être le meilleur coureur de tous les temps à égalité avec Merckx. Et quand on regarde sur ses temps de passage, il y a 2 ans, en 2019, Pogacar il gagnait 3 étapes sur la Vuelta et il faisait un podium, quoi. Et Remco, lui, bah, il a toujours pas fini toujours pas fini un grand tour. Donc oui, c'est une très bonne saison pour lui, mais il faut le dire, le coureur qui semble être le plus doué ou le coureur le plus impressionnant à son âge, ben, pour l'instant, c'est Pogacar, quoi. Pour l'instant, Remco est derrière. Mais Greg, est-ce que aujourd'hui, je pense à ça tout à coup, est-ce que Remco Evenepoel, il n'a pas travaillé aujourd'hui en vue de la saison prochaine? Dans le sens où il n'a pas lâché pour faire du fond, pour continuer à prendre de la caisse et en se disant que ça lui servirait forcément Ouais, enfin, je pense qu'il l'an pense surtout à prochain, ses quoi. vacances au bout d'un moment, hein. Je pense que Théo a raison, il voulait faire un résultat honorable. Mais là, je pense que, enfin, de toute façon, là, je pense que tous les coureurs, ils pensaient après à partir en vacances. Donc, bon, l'année prochaine, on verra. Mais ça sera intéressant de voir quel est son programme parce que on en reparlera. Mais est-ce que De Koninck a fait le bon choix avec le programme d'Evenepoel cette année? C'est pas sûr. Donc, moi, je suis assez curieux de savoir quel va être son calendrier l'année prochaine parce que, enfin, cette année, moi, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont balancé direct sur un grand Sur un tour, grand tour, hein. alors que sans une course de préparation, sans une seule course de préparation, ça, enfin, et en espérant finalement qu'il fasse une perf au général. Donc, moi, j'ai toujours pas compris ce choix-là. À voir l'année prochaine. Déjà, il n'est pas tombé, donc il pourra faire une vraie préparation tout à fait normale, contrairement à l'an dernier. Mais ça va, voilà, moi je suis assez curieux, j'attends ça pour l'année prochaine. Quelle préparation, quel calendrier pour Evenepoel, parce que quel coureur c'est finalement? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est, à part que c'est un gros rouleur, on ne sait pas vraiment vers quel type de coureur c'est et quel type de course il peut viser. Tout à fait, ouais. Et tiens, d'ailleurs, il y a un autre coureur dont on n'a pas parlé, c'est l'autre chouchou du forum, c'est Thibaut Pinot. Théo, Thibaut Pinot, qu'on n'a pas vu du tout au final aujourd'hui, à part en queue de groupe, et qui n'a pas du tout pesé sur la course. Ouais, il a pas pesé et il le disait même avant la course qu'il commençait à être un peu cramé. Il y a un gros programme depuis qu'il est rentré. Mais honnêtement, il était encore. Alors, je sais pas à quelle place il termine, j'ai pas regardé. Je pense qu'il s'est Parce qu'il est totalement lâché en même relevé. temps qu'Evenepoel, Mais hein, plus ou moins. ouais, même un peu après, hein. Et Evenepoel, en fait, il fait 100 mètres derrière le groupe. J'essaie de voir où il est. Est-ce qu'il a terminé? 50e. Il est 50e, ouais. Je pense que c'est quand même plutôt encourageant. Pour lui, s'il n'a pas de douleur au dos, en fait, il a pris du plaisir sur quelques courses, surtout au Luxembourg. Et là, aujourd'hui, il était là pour faire l'équipier. Le but, à mon avis, c'était surtout de ne pas se blesser et de recommencer à faire des courses un petit peu pour avoir du fond, pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Et Thibaut Pinot, rendez-vous l'an prochain pour voir si c'est encore un coureur du top mondial. Et même, j'ai envie de dire, même si c'est pas un coureur du top mondial, je pense qu'il va continuer à pouvoir se faire plaisir sur quelques années. Peut-être que il se rendra compte qu'il en a marre de faire des classements généraux de grand tour et qu'il se mettra à viser des étapes et qu'il fera une fin de saison, une fin de carrière un peu à la Moncoutier. J'espère pas, mais je pense qu'avec le niveau qui monte là en reprise, en n'ayant pas du tout une préparation normale, ça montre que voilà, c'est encore un coureur de très bon niveau, quoi. On va quand même un jour reparler de la gestion de sa blessure par la groupe Tout à FDJ, fait, hein. mais j'ai pas compris Parce que Effectivement, ouais. un an pourquoi on et l'a pas demi, arrêté au Tour de France. Ouais, c'est quelque chose qui m'échappe. un an et demi comme ça, enfin, pour un coureur, enfin voilà, capable de gagner des monuments, enfin capable de gagner un monument, capable de faire des perfs sur des grands tours, passer un an et demi comme ça, faudra un jour qu'on reparle de ce dossier. Tout à fait, hein. Messieurs, pour conclure, tiens, Greg, je vais te poser une question générale. Ça fait plusieurs questions générales que je pose depuis le début de l'émission. Mais est-ce que cette coupure, là, cette première vraie coupure depuis 2 ans, elle va pas faire un bien fou aux coureurs? Parce que l'an passé, ça a quand même été psychologiquement compliqué, je pense, pour pas mal de mecs dans le peloton. On a fini fin novembre, on s'apprêtait à reprendre en janvier et finalement ça a été annulé. Là, on est plus ou moins quand même sur une saison normale, même s'il y a eu Paris-Roubaix là, au mois d'octobre. On va finir dans les mêmes eaux
que lors des années avant Covid. On sait déjà qu'on va pas reprendre en janvier puisque le Tour Down Under et l'ensemble de la tournée australienne sont annulés. Donc on va pouvoir se préparer pour la reprise en Europe parce que je pense que San Juan va aussi malheureusement sauter fin janvier, début février. Donc est-ce que ça va pas faire un bien fou à l'ensemble du peloton de pouvoir se préparer plus ou moins sereinement et d'avoir une vraie coupure de plusieurs mois, quoi. Oui, évidemment. Après encore, on reviendra peut-être parce qu'il y a quand même l'avenir de plusieurs équipes qui est en suspens. Donc il y a peut-être aussi certains coureurs qui ont peur de ne pas avoir de place, de pas trop que ce soit en World Tour ou en Pro Conti. Enfin, moi je suis assez inquiet sur ça parce qu'il y a beaucoup d'équipes dont on ne connaît pas l'avenir. Donc oui, évidemment, et on pourra enfin couper, pour certains, ça va leur faire du bien, mais voilà, moi, si on doit parler enfin, de cette période d'intersaison, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs aussi qui pensent à un contrat, et il faudra qu'on fasse aussi une émission d'intersaison sur ça, il y a beaucoup quand même d'équipes dont l'avenir est en suspens. Ça fait, il y a Delco déjà, Delco, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de ce qui peut se passer. Il y a une incertitude par rapport à Kubeka aussi, la structure World Tour sud-africaine. Alors, ça fait deux équipes, hein. Je pense pas qu'il y en ait plus qui soient en difficulté. Sauf si je me trompe, Théo, non, j'en oublie. Je crois pas. Xelis avait des difficultés, mais je crois qu'ils vont repartir. Et il y a des projets il y a deux projets de nouvelles contis françaises. Il y a Nantes un projet Nice, qui semble sérieux avec Nantes et Nice qui semble un peu plus exotique, quoi. Mais c'est pas encore dit. Je crois qu'on saura en décembre ou en novembre si c'est bon. Tout à fait, parce qu'ils doivent passer comme au foot devant la DNCG, il me semble, pour valider le budget. Si Kubeka saute qui monte en World Tour, et normalement personne, enfin il n'y a aucune candidate, mais Stradrey, il y a une possibilité en fait qu'on a déjà vu avec CCC, hein, quand ils avaient racheté tout simplement la licence de la BMC, et ensuite Intermarché qui avait elle-même racheté la licence de la CCC. Donc la possibilité en fait, pour être plus ou moins clair, c'est qu'une équipe de Pro Conti, ou le propriétaire en tout cas d'une équipe de Pro Conti, rachète la licence de Kubeka, parce que si je ne me trompe pas, et vous me corrigez les gars si c'est le cas, il reste 1 an à Kubeka d'assurance d'être en World Tour, parce que je le rappelle, les licences sont attribuées pour une période de 3 ans. Donc n'importe quelle équipe en fait, et c'est un peu une aberration entre guillemets, peut racheter une licence, enfin n'importe quelle équipe, n'importe quelle personne, et après, sachant qu'elle a l'assurance d'avoir une année supplémentaire en World Tour, elle peut mettre qui elle veut dedans. Elle peut mettre Théo, Charles et Greg si elle veut, ça changera rien du tout. En fait, j'exagère, mais sportivement, il n'y a aucun critère qui est pris en compte à partir du moment où on a cette assurance d'avoir les 3 ans en World Tour. Donc, Guillaume Di Grazia parlait, je crois, lors d'une retransmission cette semaine de la possibilité de voir Rally racheter la licence de Kubeka. Rally, c'est une des équipes les plus faibles sans leur faire offense de Pro Conti, mais ils peuvent très bien racheter la licence et mettre une partie de leur effectif en World Tour. Même pour aller à l'extrême, Novo Nordisk pourrait décider de racheter la licence de Kubeka et d'être en World Tour. Enfin, les gars, vous me dites si je me trompe, mais c'est plus ou moins ce qui peut se passer, quoi. Sous condition, Oui, si remplit ces conditions, oui. Oui, c'est financière. Hein, voilà. Mais bon. Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, après, l'an prochain, il y aura de nouveau une attribution de licence, donc ça va de nouveau être tout un micmac et on n'en a pas fini d'en entendre parler. Je pense que ça va être un des gros fils rouges de l'an prochain. Puisque tu en parlais juste avant de conclure, tu parlais de Di Grazia, c'est quand même un scandale qu'il y ait 15 personnes qui dû voir cette course sur le player Eurosport alors que c'est un monument. Oui, je sais pas ce que c'était les chiffres, mais j'ai vu sur Twitter toute la journée les gens qui demandaient au fur et à mesure en voyant les tweets, ah mais est-ce que c'est diffusé à la TV? Et quand tu leur disais non, les gens comprenaient pas, quoi. Oui, j'espère que l'an prochain ça va changer. Ouais, parce que là clairement il y a un problème. Bon, après, moi je veux pas flinguer Eurosport non plus trop, parce que je trouve qu'on a quand même la chance tout au long de l'année d'avoir un programme de course assez exceptionnel, à part le foot. Et encore, il faut payer sacrément cher, parce que là, Eurosport, il faut le dire, suivant si tu as profité d'une offre ou pas, c'est plus ou moins 50 balles à l'année. Donc 50 balles pour voir du vélo quasiment tous les jours entre février et octobre, je trouve qu'on est quand même bien loti, enfin de manière générale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce problème de la diffusion des courses italiennes, parce qu'après on entend, hein, forcément,
on n'est pas débile, on ne demande pas quand il y a je sais pas, un US Open ou un gros tournoi de tennis ou quoi que ce soit d'important, d'avoir par exemple, je sais pas, le Tour de Croatie en direct sur Eurosport 1. On comprend très bien que ça soit que les courses de moindre importance soient sur le player. Mais si je ne me trompe pas, les gars, et surtout vous me corrigez si c'est le cas, aujourd'hui, on a quand même un cas de figure où on a le Tour de Vendée sur Eurosport 1 et le Tour de Lombardie sur le player. C'est-à-dire que l'abonné moyen d'Eurosport se retrouve avec une épreuve de coup. Parce que je crois que pour les autres pays, c'est pas pareil. Ouais, pour les autres pays, c'est peut-être différent parce que suivant les pays, les accords sont différents. D'ailleurs, la France était le seul pays à avoir pour diffuseur la chaîne L'équipe pour les courses italiennes. Mais c'est quand même une aberration que que les abonnés d'Eurosport, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont abonnés grâce à des bouquets. C'est-à-dire qu'en gros, on prend CanalSat, mais on prend CanalSat parce qu'on sait qu'on va avoir Eurosport. Et du coup, ce que critiquent ces gens-là, si je ne trahis pas leur pensée, c'est de dire en gros on est doublement taxé parce qu'on nous dit prenez CanalSat, vous aurez Eurosport, vous êtes engagé pour 1 ou 2 ans, et finalement on apprend à un moment que on ne pourra pas voir les courses parce qu'elles seront sur Eurosport Player et qu'il faut s'abonner à Eurosport Player. Alors si vous êtes comme Théo, moi ou Greg, les gars, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais moi j'étais pas abonné à Eurosport, donc via CanalSat, donc en fait je m'en fous un peu, je prends le player, moi je vois toutes les courses et ça m'arrange. Mais je pense à ceux qui n'ont pas la fibre, par exemple, qui sont abonnés via le satellite, parce qu'il y a quand même beaucoup de déserts numériques en France encore, malheureusement. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas regarder le Tour de Lombardie, parce que de toute façon, il n'y a pas la connexion Internet qui est suffisante pour regarder en haut débit, et via le satellite, tu n'as pas accès à la course. Et c'était pareil pour le Tour d'Italie. Et ça, c'est quand même dommage de priver un paquet de fans, parce que si les infos qu'on a sont bonnes, la première étape du Tour d'Italie, il y avait 5000 personnes devant Eurosport Player. Enfin, je sais pas si on se rend compte, 5000 c'est que dalle. Quand on pense que sur la chaîne L'équipe, ça devait être autour d'1 million, et que nous, nos bonnes émissions, enfin, on va pas se mentir, on est un tout petit média qui est vraiment ridicule par rapport à la taille d'une chaîne de télé. 5000 personnes, c'est moins que notre bilan, par exemple, des championnats du monde. Donc, c'est quand même vraiment dommage. Moi, je préfère qu'il y ait moins de monde qui nous regarde et qu'il y ait plus de monde sur Eurosport pour regarder du vélo à la télé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais il y a quelque chose de quand même assez aberrant par rapport à ça, quoi. Tout à fait. Tu as tout dit, donc Oui. tu as très bien résumé, Charles. Et c'est bien. Sur ces belles paroles, de toute façon, la saison est finie. Et puis demain, Paris Tour, c'est sur France Télévisions. Donc. Et le parcours du Tour aussi. Ouais, on nous a posé la question, donc oui, forcément, on fera une émission pour. On ne sait pas trop à quelle heure, ça dépend des disponibilités de chacun. Ouais, puis je sais pas à quelle heure est la présentation de toute façon, donc on verra bien, mais on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. On en profite pour vous remercier aussi de nous avoir suivis tout au long de l'année. Du coup. Oui, bien, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à. Oui, je t'ai coupé. On aura tous les bilans de fin de saison, donc on aura encore pas mal de choses à faire, à mon avis, d'ici là. Pas mal de choses, pas mal de bilans. On verra ce qu'on peut mettre en place aussi sur Twitch. On réfléchira à tout ça avec l'équipe. Et bien, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, du coup. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Salut! Salut, bonne soirée. Ciao.